Bonsoir et bienvenue à tous. Le 5 juin dernier, des Maliens sont descendus dans la rue pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. À l'origine des manifestations des élections législatives aux résultats contestés, une énième en Afrique, ce qui amène à interroger, à questionner la place que les Africains accordent à la démocratie, au fonctionnement des institutions de façon globale. Pour en parler sur le plateau de 237 le débat ce soir, Dr Luison Issoumba, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Kinos TV qui nous regardent. Et bonsoir à notre co-panéliste que je vous laisse le soin de présenter. J'espère que ce soir, nous allons, comme d'habitude, avoir des arguments pour éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Docteur Luison Issoumba, vous êtes enseignant de droit public et vous êtes au département de droit, à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Mais au département de droit public. Voilà, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est moi. Docteur Patrick Rifoué, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là. C'est moi et bonsoir à Luison Issoumba et aux millions de téléspectateurs de Equinox Télévision. Voilà, vous êtes enseignant de communication au département de communication à l'Université de Douala. Voilà. Merci, messieurs, d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Vous l'avez suivi dans le sommaire de cette émission. Nous parlerons de la situation sociopolitique au Mali, mais c'est davantage un prétexte pour interroger le fonctionnement de la démocratie sur notre continent et surtout le fonctionnement des institutions. Docteur Patrick Rifoué, vous avez entendu parler de cette situation sociopolitique au Mali depuis pratiquement un mois aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Oui, c'est une situation qui est une situation préoccupante, mais je ne sais pas s'il faut analyser la situation au Mali en ne tenant compte que des événements qui se sont passés depuis un mois. Il faut rappeler que depuis 1991, pratiquement, le Mali est un pays dans lequel la démocratie est arrivée, on va dire, avec l'instabilité. C'est-à-dire que après que Moussa Traoré a été renversé par Toumani Touré, il y a eu une élection à la suite de laquelle Alpha Oumar Konaré a été élu. Toumani Touré, qui s'était reconverti en civil, donc qui avait pris sa retraite de soldat, lui a succédé. Lui-même, il a été renversé par Amadou Aya Sanogo. Et il y a une situation d'instabilité pendant laquelle les djihadistes ont carrément menacé de prendre le pouvoir. Bon, il y a une situation d'accalmie grâce à l'opération Serval, à laquelle l'opération Barkhane a succédé plus tard. Et puis on s'est retrouvé avec comment il s'appelle déjà le président actuel. Ibrahim on s'est retrouvé avec Ibeka, effectivement, au pouvoir, qui a été élu en étant soutenu par Mahmoud Dicko, qui est un des leaders, qui est carrément la aujourd'hui voilà. Pratiquement celui qui dirige la contestation. Voilà, qui est le leader aujourd'hui du M5 RFP. Et Mahmoud Dicko, depuis 2017, il a pris ses distances avec Ibeka. Ibeka avait été élu sur un programme simple, il fallait ramener la paix parce qu'on avait une situation d'instabilité. Et manifestement, les promesses n'ont pas été concluantes parce que... Puisque même si on parle de plus en plus des élections législatives comme étant l'élément déclencheur, il y a quand même qu'à côté de ces élections législatives contestées, je veux dire avec des gens qui ont d'abord été déclarés vainqueurs et qui par la suite ont été, déclarés non élus par la Cour constitutionnelle. Il y a d'autres questions, notamment la question de la sécurité. Voilà, il y a une des promesses faites par Ibeka. J'allais y arriver. Donc, il avait fait des promesses sur la situation sécuritaire. Au départ, on avait simplement le nord du Mali, mais on se rend compte aujourd'hui que l'État du Mali est en train d'être réduit à une portion congrue, puisque même le centre du Mali est une zone fortement insécurisée aujourd'hui. Vous avez le leader de l'opposition qui a été enlevé par un groupe armé et qu'on ne retrouve pas depuis ces élections, dont les résultats, comme vous l'avez indiqué, sont des résultats qui ont été contestés. Une partie de l'opposition avait émis d'ailleurs des réserves sur ce qui est du maintien de la tenue de ce scrutin, à la suite duquel l'opposition considère que les résultats ont été tripatouillés pour permettre à Ibeka d'avoir une majorité confortable. Et donc on se retrouve dans une situation qui est une situation de blocage. Oui. Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition, a été enlevé en pleine campagne électorale.
Alors qu'il allait battre campagne, effectivement, dans sa région natale. Malheureusement, ça fait un peu plus d'un mois qu'il est enlevé aujourd'hui. Personne ne sait s'il est toujours vivant ou par quel groupe il est détenu, parce que c'est une situation dans laquelle vous ne savez pas si ce sont des groupes terroristes, si ce sont des groupes tribaux qui sèment l'insécurité, notamment dans le centre du Mali, parce que lui, il a été enlevé dans le centre du Mali. Donc c'est une situation qui est une situation préoccupante. Aujourd'hui, vous avez d'un côté le M5 RFP qui exige la démission du président en se disant malgré toutes les ouvertures ou les possibilités d'ouverture que propose le président Ibeka. Oui, bon, mais les solutions d'ouverture, la solution médiane est la suivante. Soit le président démissionne, ce qui serait plus simple pour eux, soit on a un président qui règne mais ne gouverne plus. C'est-à-dire qu'il choisirait, le M5 choisirait un premier ministre qui aurait les pleins pouvoirs. Donc le président serait dépouillé et ne serait là que pour inaugurer les chrysanthèmes. Ce à quoi Ibeka ne veut pas se résoudre parce qu'il serait dépouillé pour les 2 dernières années de son mandat, puisqu'il ne lui reste que 2 ans. Donc c'est une situation de blocage. Lui, il a quand même amené quelques mesures. Il a accepté d'émettre les membres du Conseil constitutionnel qui n'avaient pas déjà démissionné, parce que je pense qu'il y en a 4 qui avaient démissionné. Il est d'accord pour un gouvernement consensuel, mais à condition que ce soit lui qui nomme le Premier ministre. Les membres du M5 RFP souhaitent que l'Assemblée nationale elle-même soit dissoute, parce que c'est la base. Donc nous sommes dans cette situation. Je pense qu'il y a un certain nombre de médiateurs qui sont en train de se mobiliser autour de cette crise. La CEDEAO, qui a envoyé une délégation là-bas, l'Union africaine est impliquée. Et qui conseille au président de former un nouveau gouvernement. Oui, qui conseille. Parce que le premier gouvernement, dit la CEDEAO, ne résout pas totalement le problème. Bon, le gouvernement est même démis. Actuellement, il y a un Premier ministre, mais il n'y a pas de gouvernement. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas de gouvernement. Il y a certes un Premier ministre, mais il n'y a pas de gouvernement. Donc, il faudrait en arriver à... Je ne vais pas monopoliser la parole, je pense que Luison veut placer un mot. Il faudra en arriver à une situation dans laquelle chacun cède quelque chose. Pour le moment, Ibeka ne veut rien céder. En face, il semble être redevenu intransigeant, puisqu'ils ont dit désormais ça va être la désobéissance civile. Donc c'est une situation qui est une situation dommageable, et effectivement on peut s'interroger sur la capacité de la démocratie à conduire à des situations de paix et des situations de paix durables, parce que le Mali est un exemple de démocratie. Quand on dit, il peut y avoir des contestations sur les résultats, mais généralement les élections, les scrutins se passent bien là-bas. Sauf qu'on a une insécurité, une instabilité qui est une instabilité durable aujourd'hui, parce que à supposer même que Ibeka s'en aille, rien ne nous garantit que la paix reviendra dans ce pays-là. Alors, docteur Luison, est-ce qu'on est dans une situation de blocage? Duval, ce que nous sommes en train de vivre, comme le disait le docteur Patrick Ifoué, suscite une problématique, celle justement de la bonne gouvernance dans nos États africains. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, le ressenti qu'il y a au niveau de ce pays, le Mali, comme vous l'avez dit vous-même dit à l'entame de cette émission, permet de partir d'une situation monographique pour qu'on puisse embrasser l'Afrique. Parce que c'est sensiblement les mêmes problèmes qui se posent. Vous voyez, il y a une série de problèmes aujourd'hui qui amènent à croire qu'on ne pouvait qu'aboutir à une instabilité. Vous voyez déjà, le Conseil constitutionnel est instable. La Cour constitutionnelle là-bas, oui, bien entendu, la Cour constitutionnelle est instable. Et vous savez le rôle éminemment politique et même juridique que joue la Cour constitutionnelle à ce niveau, ou bien dans tous les États qui l'ont conçu. Vous avez le problème de la représentativité au sein du Parlement, c'est-à-dire qu'on constate que en réalité, il y a eu la mainmise du président qui a floué les résultats de ce côté, et ce qui a davantage suscité le courroux de la population. Et au-delà de ça... Oui, mais ça, c'est ce que l'opposition dit. Oui, mais évidemment... Parce que si on reste dans une logique où on considère que le juge électoral est libre, on sous-entend que c'est lui qui a rendu les décisions en invalidant un certain nombre de résultats qui n'ont pas été bénéfiques pour l'opposition, qui est donc descendue dans la rue pour manifester. Bien entendu, au-delà de ces aspects, il y a même la gouvernance est en train de prendre un coup. Le coût économique, d'ailleurs, on se rend compte que la prospérité économique qui faisait de ce pays un pays de référence, cette prospérité économique a justement baissé. Et le chômage a pris de l'ampleur. Donc, en réalité,
tous les secteurs de la vie publique au Mali aujourd'hui sont touchés. C'est ce qui peut justifier aujourd'hui la montée âpre de cette révolution. Vous avez vu encore aujourd'hui les images. Quand vous voyez déjà des mamans d'un certain âge sur la rue, ça veut dire qu'en réalité, quelque chose ne va pas. Et elles ont sollicité le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, de laisser le pouvoir. Et comme le disait Patrick tout à l'heure, il n'y a aucune garantie qui atteste que même après le départ de IBK, on aura certainement la paix. Donc je pense qu'il y a trop de problèmes à ce niveau. Et un autre problème grave, la disparition de Soumalaï Cissé, un des opposants les plus farouches de ce régime qui est porté disparu. Jusqu'à ce jour, on n'a aucune information sur lui. On estime que ce n'est même plus une absence, mais ça devient une disparition. Parce que l'absence, c'est qu'on on peut au moins attendre des nouvelles de vous. Mais là, c'est qu'on n'espère même pas qu'il y aura une Est-ce que c'est cette disparition qui fait que malgré toutes les mesures, je veux dire, toute la bonne volonté du président de la République, le président IBK, de pouvoir concilier, ça ne bouge pas du tout? Ça ne bouge pas du tout parce qu'on a l'impression... Il a dissous le gouvernement, il a nommé un nouveau Premier ministre qui a formé un nouveau gouvernement. Jusque-là, on a le sentiment que ça va bouger. Ce qui est quand même intéressant à dire, c'est que jusqu'ici, on voit un président qui est ouvert au dialogue. On constate qu'il y a en face un président qui est ouvert, qui est prêt à négocier, qui est même prêt à négocier. Mais on a quand même l'impression que le peuple... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas une entourloupe? Parce que lorsqu'on parle de la disparition quand même du chef de file de l'opposition, le président de la République devrait quand même pouvoir Monsieur Duval, rassurer les populations. C'est en cela le bas mort de notre démocratie. C'est-à-dire que le flanc mou, on constate que l'opposition en Afrique n'a pas un statut constitutionnel. Et c'est la même chose même au Cameroun. Il y a les fondements de la démocratie. Nous sommes, l'article 1, le Cameroun est un État démocratique. Et il y a les élections qui se déroulent de manière régulière. Oui, mais un statut constitutionnel où le leader de l'opposition aura une préséance, ou du moins il sera placé dans les cérémonies publiques dans l'ordre protocolaire, où il peut faire un certain nombre d'annonces. Par exemple, lorsqu'on a eu des exactions un peu comme à Ngabou et tout, le leader de l'opposition peut ouvrir une commission. Un peu comme on le verra en Grande-Bretagne. Voilà, c'est-à-dire que là, vous me situez justement en Grande-Bretagne, où vous voyez le leader de l'opposition est reçu tous les mardis par la reine d'Angleterre et les derniers mardis de la fin du mois par le Premier ministre. Cela veut dire que l'opposition là-bas est respectée simplement parce qu'on accorde une part belle au leader de l'opposition qui maîtrise mieux le terrain. C'est la raison pour laquelle, dans les relations constitutionnelles, ou du moins qui sont prévues par la Constitution là-bas, qui est coutumière, on se rend bien compte qu'il y a des stratégies qui permettent donc au gouvernement d'avoir langue à tout moment avec le leader de l'opposition parce qu'on sait que ce dernier maîtrise un ensemble de choses sur le terrain. C'est la raison pour laquelle en Afrique, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faudrait qu'on revienne à ce niveau-là où on puisse situer le leader de l'opposition dans un, ou du moins l'opposition, dans un statut constitutionnel qui leur donnera la préséance et situé dans l'ordre protocolaire. Docteur Patrick Foy, lorsque vous analysez la situation sociopolitique de façon globale au Mali, pour vous, quel a été l'élément déclencheur? Parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus des manifestations, les gens descendent dans la rue à l'appel d'opposition pour manifester. Aujourd'hui, on parle du départ du président IBK et on n'est plus au niveau seulement des élections législatives, on évoque d'autres questions, notamment la question de la sécurité. Pour vous, c'est quoi le problème? Parce qu'il faut quand même se rappeler que, pour certains analystes, tout part du 26 mars, lorsque le président Soumaïla Cissé, chef de l'opposition, a disparu. Oui, je pense que il faut toujours se méfier du facteur explicatif unique. Il y a une conjonction d'éléments qui ont conduit à la situation présente. Avant de développer, j'aimerais rappeler quelque chose. Toumani Touré lui-même a été chassé parce qu'il avait été incapable de ramener la paix. Ce que IBK a échoué à faire aujourd'hui. Malgré pourtant, il avait promis. Oui, pourtant, il avait promis. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on avait porté au pouvoir, voilà. Parce qu'on estime qu'il était en mesure de pouvoir le faire. Il y a eu l'intervention de la France, ainsi de suite. La situation sécuritaire s'est plutôt dégradée. Et de toute évidence, il semble qu'il comptait sur la France pour amener cette sécurité. Effectivement. Bon. Maintenant, nous avons une situation économique qui n'est pas si mauvaise. Ces résultats économiques ne sont pas si mauvais, même si, comme l'a indiqué Louison, le taux de chômage est très élevé au Mali.
Néanmoins, il y a eu un certain nombre de scandales liés à sa présidence. Et je pense que quelque chose qui a choqué les Maliens, c'est la vidéo de son fils, Karim Keïta, qui était le président parce qu'il a démissionné, qui était le président de la commission de la défense à l'Assemblée, et qui s'est retrouvé dans une fête en France avec des filles en petite tenue. Or, dans une situation où vous avez la crise sécuritaire conjointe à la crise économique, je pense que ça a choqué pas mal de Maliens. C'est indécent. Voilà, ça a choqué pas mal de Maliens, ça a fait parler, il y a eu beaucoup de propos autour de cet élément qui peut sembler un élément anodin. À côté de ça, vous avez effectivement la disparition de Soumaïla Cissé et le fait que les résultats, c'est un résultat qui était favorable à l'opposition, a été remis en cause par la Cour constitutionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que l'opposition réclame à la fois de nouvelles élections législatives et une nouvelle Cour constitutionnelle, parce qu'il considère que les précédents juges qui étaient là étaient à la main du pouvoir en place. Donc, je pense que c'est la conjonction de ces trois éléments-là. Vous avez une situation économique qui n'est pas très réluisante. Vous avez la situation sécurité qui est en train de se dégrader progressivement, parce qu'il faut bien comprendre que l'État du Mali aujourd'hui n'est plus présent sur plus d'un tiers du territoire malien. Le territoire malien, c'est 1 200 000 km². Et le nord qui comporte 3 régions, c'est 65% de ce territoire. Le nord, l'État n'est absolument hors de contrôle. Voilà, l'État n'est pas présent dans ces 65%. Et désormais, même au centre, il est de moins en moins présent, parce que les bandes armées qu'on n'identifie pas, qui sont souvent liées à des mouvements terroristes, y ont désormais fait leur lit. Donc vous avez cette situation d'insécurité qui est devenue structurelle. Et est-ce qu'au final, l'exigence qui est formulée par l'opposition, le départ des IBK, est-ce qu'au finish, on peut penser que cela pourrait être une solution? Comme je l'ai dit, est-ce que ce n'est pas un cache-sexe? IBK peut partir. Il faut bien voir qui il y a autour du M5 RFP. Ce sont des anciens toumanistes, c'est-à-dire d'anciens partisans de Toumani Touré. Ce sont d'anciens partisans de IBK lui-même. Et puis, ce sont des mouvements de la société civile, au-dessus desquels vous avez Mahmoud Diko, qui est un imam salafiste, qui est lié à un certain nombre de groupes terroristes, qui a souvent rencontré Iaga Gali, qui a empêché qu'en 2009, on adopte un code de la famille qui accordait davantage de droits aux femmes. Donc, il faut bien voir que cette galaxie-là, de mon point de vue, c'est simplement une lutte des places. Ils ne sont pas capables aujourd'hui de répondre aux préoccupations sécuritaires du Mali, parce que c'est une situation complexe. Même avec l'aide de la France, ils ne sont pas capables de mettre en difficulté les djihadistes qui connaissent mieux le terrain qu'eux, qui sont implantés dans ces zones-là depuis plus de 10 ans. Donc c'est une situation, je doute qu'il y a eu un accord de paix qui a été signé, mais qui n'a jamais été mis. Je pense que l'accord de paix a été signé en 2015. Il n'a jamais eu un début d'application. L'État n'est jamais revenu au nord du Mali. Je doute que les anciens alliés de ATT, je doute que les anciens alliés d'IBK réussissent à ramener la paix dans cet état-là, dans la situation actuelle. C'est une situation globale. Et avec la situation sécuritaire en Libye, il est évident que les trafics d'armes, les combattants qu'on importe, parce qu'il y a beaucoup de combattants importés en Libye qui peuvent très bien se retrouver à combattre aussi au Mali, parce que ce sont des mercenaires. Je doute que ceux qui veulent prendre la place d'ATT, parce que c'est de ça, d'IBK, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je doute que ceux qui veulent prendre la place d'IBK soient capables d'apporter des solutions aux besoins maliens, qui sont une situation sécuritaire plus saine et une croissance économique qui permette de trouver du travail à tout le monde. C'est une situation qui est une situation pour moi inextricable.
la solution politique ne permettra pas de résoudre ces problèmes-là de toutes les façons. Mais il faut une solution politique qui permette à la paix de revenir sur le tiers du territoire qui est déjà contrôlé, qui reste contrôlé par l'État, parce que si on continue dans la situation actuelle, on va avoir affaire à un État failli. Docteur Uzo Nsomba, lorsqu'on écoute le mouvement du docteur Rifoui, le sentiment qu'on a, c'est que finalement ces élections législatives municipales, avec tout ce qu'il y a eu comme contestation par la suite, n'était finalement que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au regard de la situation que vivait le Mali depuis quelques semaines. Bien entendu, Duval, le Mali aujourd'hui est face à une question sécuritaire, j'allais dire, éminemment grave. Parce que, vous voyez aujourd'hui, tous les pans de la société, c'est-à-dire, en fait, la sécurité de ce côté-là connaît des acteurs tout azimuts. Vous avez les terroristes qui se sont implantés, vous avez des bandes armées dont on n'identifie pas l'origine, vous avez même une ingérence internationale, déjà, on en évoquait ce matin. Donc, la question sécuritaire au centre de ce qui arrive aujourd'hui, la crise aujourd'hui qui prend de l'ampleur, et surtout que les questions de respect de la démocratie. C'est la raison pour laquelle on a toujours exigé qu'il faudrait des élections libres, transparentes, qui expriment réellement la volonté du peuple, le suffrage valablement exprimé. Parce que quand on se rend compte qu'un des pans de la démocratie, c'est-à-dire comme l'élection, qui est un des piliers phares de la démocratie. C'est-à-dire pour vous, si on avait organisé une élection libre et transparente, si c'était une élection dont l'élection n'était pas contestée, peut-être qu'on aurait attendu encore quelques semaines avant d'avoir la situation comme oui, celle qu'on vit. Bien entendu. C'est-à-dire, je mets d'abord, en plus de l'arrestation du leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, mais en plus de ça, je dis que la goutte d'eau qui est venue déborder le vase, c'est justement que la contestation qui s'est soulevée après la manifestation du scrutin. On s'est rendu compte que la Cour constitutionnelle, qui devrait justement jouer son rôle de régulateur du processus électoral, ne l'a pas fait. Oui. Et comme je le disais tout à l'heure... Et il faut rappeler justement que cette Cour constitutionnelle a, selon un certain nombre d'analystes, inversé une trentaine de résultats, dont une dizaine au profit du parti de IBK, et donc au détriment de l'opposition. Il faut rappeler qu'IBK et son parti sont de pouvoir. Donc il y a une trentaine de candidats dont les résultats ont été rejetés par la Cour constitutionnelle et des résultats qui finalement ont profité au parti de Ibrahim Boubacar Keïta et dont les gens estimaient, notamment dans l'opposition, que c'était une décision qui était manipulée en haut lieu par le président IBK lui-même. Oui, on l'a évoqué parmi les griefs aujourd'hui qui amplifient la crise de ce côté-là, c'est-à-dire que la mort, pas noire, mais macabre, telle est l'expression qu'un journaliste qui commentait cette actualité-là évoquée, la mort macabre du président, qui aujourd'hui a permis de ne plus avoir les résultats valablement exprimés, c'est-à-dire qu'il a, à partir de son influence, il a réussi donc à bouleverser, j'allais dire, la configuration est-ce que les actes d'ouverture, oui, ou la volonté d'ouverture, ou l'esprit d'ouverture manifesté par le président IBK ne montre pas qu'il n'a pas forcément grand-chose à voir avec les décisions prises par la Cour constitutionnelle? Non, il faut faire attention. Les hommes politiques, il faut toujours les prendre dans une position de Janus. Vous savez, on montre très bien qu'il est ouvert, mais on lui a proposé, par exemple, de nommer un premier ministre issu de la majorité parlementaire, de rendre le fonctionnement du régime de type parlementaire, mais il refuse. Justement parce que s'il accède à une telle revendication... Oui, mais ça ressemble à une sorte de coup d'État constitutionnel, docteur Uzo Nsomba. Demander qu'on passe d'un régime présidentiel, ou je ne sais pas si c'est une présidentielle, à un régime parlementaire, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que justement on veut lui enlever tous les pouvoirs. Il va se retrouver dans la situation d'un régime parlementaire comme en Grande-Bretagne, où on a un président de la République qui règne, mais qui ne gouverne pas. Vous savez, quand on est soucieux de ramener la paix... moi, je pense qu'il faut... On peut se faire harakiri. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, la pression qui est mise sur lui consiste à demander sa démission. Moi, j'estime que si c'est un moyen de ramener la paix, que de le voir rester un président qui reste sans gouverner et qui est un premier ministre qui le fait, moi, je pense qu'il faut y accéder. Monsieur Duval, c'est quand même déjà trop grave de savoir que les Africains s'entretuent entre eux. On voit que de plus en plus, il y a ces montées des crises
crise sécuritaire. Avant de poursuivre le développement, je voudrais recueillir l'avis du docteur Ifoy. Est-ce qu'il doit rendre son tablier, docteur Ifoy? Bon, déjà, est-ce qu'il est constitutionnel de faire d'un président de la République un monarque qui règne et ne gouverne pas? Je ne suis pas certain que la constitution du Mali ait prévu ce cas de figure. Non, en fait, ils sont en train de demander une modification de la constitution. Justement, ils sont en train de demander, j'allais y venir, ils sont en train de demander une constituante. C'est-à-dire partir sur de nouvelles bases. Bon, ça fait combien de... Ça va faire combien de fois? En 91, on est parti sur de nouvelles bases. Après en 2013, après le départ de Sanogo, on est parti sur de nouvelles bases. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu une évolution positive? Parce que ce qu'on a bien montré tout à l'heure, c'est qu'il y a une dégradation tendancielle de la situation. Ouais. Donc, la refondation permanente ne garantit pas une situation meilleure à l'avenir. Surtout que du point de vue de l'opposition, cette refondation vise à déloger IBK. Et que de toute évidence, selon vous, ce n'est pas la solution à la crise. C'est l'objectif à court terme, c'est déloger IBK. Moi, j'ai essayé de chercher, c'est-à-dire j'ai cherché, je me suis dit, regarde, qu'est-ce qu'ils proposent? Les leaders de l'opposition ne sont pas capables de vous dire comment est-ce qu'ils ramèneraient la paix aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils peuvent... Ils n'ont pas un chemin tracé pour la prospérité du Mali. Ils n'ont rien. Ils ont des demandes qui sont... Peut-être qu'ils n'ont pas décliné. Mais à partir du moment où vous demandez une constituante, je suppose que vous devez montrer un chemin au peuple. C'est ce que je suppose. IBK a peut-être été élu sur une promesse démagogique, je vais ramener la paix, ce qu'il a été incapable de faire. Mais il faut que vous indiquiez, quand vous êtes un mouvement comme celui-là qui demande une constituante, donc qui veut faire partie le président, il faut que vous indiquiez clairement à ce peuple où est-ce que vous le menez. Parce que si vous le menez dans une impasse, je ne suis pas certain que les milliers de personnes qui sortent tous les jours puissent forcément adhérer si on leur dit voilà le chemin qu'on va proposer. C'est facile de jouer cette posture-là qui consiste à réclamer le départ du président de la République. Bon, peut-être la logique, on le dégage d'abord et puis après on va voir. Et puis après on va voir. Bon, on ne gouverne pas un pays de cette façon-là en se disant, c'est quoi? On se répartira les postes plus tard. D'ailleurs, c'est ça la difficulté. Le M5 RFP, c'est un assemblage hétéroclite. C'est-à-dire que le seul ciment qui les rassemble, c'est une forme de détestation d'IBK. Que ce soit ceux qui regrettent le départ de Toumani Touré, que ce soit... Tout à l'heure, vous parliez de l'imam Diko Mahmoud. Oui. Mahmoud Diko. Un ancien allié. Oui. Un ancien allié. Qui est celui qui finalement a été celui qui a le plus fédéré toutes les forces de l'opposition contre IBK. Voilà. Et chose intéressante, Mahmoud Diko, c'est un salafiste quiétiste. Et il y a un paradoxe parce que le quiétisme, c'est un mouvement, c'est un salafisme qui n'est pas un salafisme politique. C'est-à-dire que dans leur obédience, vous ne devez pas vous mêler à la politique. Mais vous avez un salafiste quiétiste qui est quand même à la tête d'un mouvement de contestation politique qui veut faire partir le président de la République. Ça, c'est quelque chose de particulier. Donc, il faut se demander ce qu'il nous cache derrière. Est-ce que demain, s'il arrive au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas exclure cette hypothèse, c'est la figure la plus en vue de ce mouvement-là. De mon point de vue, il serait logique, si IBK s'en va, qu'il prenne la tête du pouvoir, qu'il prenne la tête de ce pays. Mais ce serait pourquoi? Pour instaurer la charia derrière. Il faut le craindre, parce que souvent, avec l'islam politique, on vient avec les bons principes, mais dès qu'on est au pouvoir, on se souvient en fait que notre bréviaire, c'est la charia. On a vu ça avec les frères musulmans en Égypte. Quand il fallait aller aux élections, ils n'avaient pas de problème. Mais le jour où ils sont arrivés au pouvoir, la donnée a changé, ils n'étaient plus des démocrates. Donc c'est facile d'instrumentaliser les populations comme on le fait. Moi je dis, je veux bien voir quel est le chemin que ce mouvement propose pour amener la paix, parce que c'est la problématique majeure au Mali aujourd'hui. Et sur le plan économique, qu'est-ce qu'il propose pour permettre au Mali de décoller? Aujourd'hui, le Mali, c'est seulement l'exportation de l'or et un peu d'agriculture. On ne peut pas se développer de manière durable en ne comptant que sur ces deux secteurs. Alors, il faut rappeler que lorsque l'imam Mahmoud Diko et d'autres chefs de partis politiques d'opposition donc lancé ce mouvement de la société civile, enfin, ont noué ces accords
qui finalement demande ou réclame la démission du président Ibeka. Il dénonçait au moins 3 questions. Premièrement, l'impuissance du pouvoir face à l'insécurité. Deuxièmement, le marasme économique et surtout les conditions de tenue des élections. La question que je pose, la CEDEAO, Dr Eugène Essomba, a conseillé de former un nouveau gouvernement d'union nationale avec de nouvelles élections partielles. Est-ce que ça peut permettre de décanter la situation? Oui, c'est une option. Je pense que c'est une option. Je voudrais, permets-moi un peu de rebondir sur la question que tu as posée au docteur, pour dire qu'aujourd'hui, dans tous les États, on a l'impression que, enfin pas l'impression, mais la théorie du mandat impératif est nulle. Vous savez, le leader vient, il vous encense, je ferai ceci, je vais construire cela. Mais dès qu'il a les suffrages et il a le statut, c'est terminé. Ça veut dire qu'il n'est plus tenu par les promesses faites au peuple. Et ce n'est pas l'apanage du Mali. Ce n'est pas l'apanage du Mali. Justement, même dans notre constitution, on dit que le mandat impératif est nul. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez quelqu'un est venu vous dire, je vais vous construire une maison après l'élection, dès qu'il a le statut, il n'est plus obligé de le faire. C'est la raison pour laquelle, même quand bien même Ibeka prend le pouvoir, c'est justement sur le fait qu'il a promis au peuple que l'insécurité criarde, votez pour moi, je vais vous ramener la paix. Et c'était le credo fort, parce que vous savez, en matière d'élection... Mais la question sous-jacente, c'est pourquoi il n'a pas été en mesure d'apporter cette sécurité-là. Bon, mais il semble qu'il comptait sur la France. Oui, et l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la France ne l'a pas soutenu dans la lutte contre cette insécurité. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, la force revient au peuple, qui est la source souveraine du pouvoir. Quand vous regardez aujourd'hui la situation, le peuple malien est décidé justement d'en découdre. Parce que, regardez aujourd'hui, ce qui fait même la force de l'opposition, c'est leur capacité à se coaliser. Parce qu'on a l'impression qu'au Mali, les formations politiques de l'opposition semblent dégager l'unanimité. C'est ce qui peut aujourd'hui mettre Ibeka dans les difficultés. Oui. Parce qu'en réalité, s'il y avait ces formations, il y a une synergie de force. Ils ont mutualisé leurs forces et ce qui semble aujourd'hui être le constat sur le terrain de ce que la situation ne peut qu'aller, comme quelqu'un disait, de Guatemala à Guatepeor, c'est-à-dire de mal en pire. Pour donc dire qu'en réalité, nos dirigeants doivent comprendre que la sécurité dans un État, parce que, comme le disait le professeur Narcisse Mouélé, j'aime à le citer sur ces questions, il disait qu'avec la paix, nous sommes dans la prospérité, et en guerre, nous sommes dans la déstabilisation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'au Mali, la situation ne fait qu'aller en se dégradant. Pourquoi? Parce que, je vous l'indiquais tout à l'heure, la population semble unanime de ce que le président n'a pas pu remplir toutes les missions et toutes les promesses qu'il avait annoncées au peuple. Premier coup. Deuxième coup, il y a le marasme économique qui est en train de s'installer. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le chômage va grandissant. Le peuple estime que non, le président n'est pas en mesure justement de mettre en œuvre toutes les missions constitutionnelles qui sont les siennes pour leur garantir une sécurité, pour leur garantir une prospérité, d'où la nécessité certainement de le voir partir. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que M. Duval, quand Ibeka constate effectivement que le peuple veut sa démission, mais il n'a qu'à, s'il veut vraiment ramener la paix, parce que, écoutez, ce sera difficile. On peut supputer, on peut analyser, mais je pense que la paix sera bien difficile à être ramenée. Parce que j'indiquais tout à l'heure, les forces vivent tout azimut qui interviennent aujourd'hui. On a les groupes armés, il y a les sécessionnistes, il y a l'opposition elle-même qui ne se laisse pas faire. Finalement, on se rend compte que la situation est difficilement maîtrisable. Et vous avez suivi, le président Ibeka a dit, force reviendra à la loi. Et il a dit, force reviendra à la loi. Et je pense que c'est encore cette expression qui a davantage courroucé la population. Parce qu'il a dit qu'il ramènera la force par tous la sécurité et la paix par tous les moyens. Le peuple a donc dit, ok, ce que nous voulons là maintenant, ce n'est plus toi, mais c'est de partir et de nous laisser la possibilité d'avoir quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une posture que vous critiquez? Le président de la République a une mission régalienne qui est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Bien entendu, c'est sa mission constitutionnellement. Mais c'est le ton qui vous pose un problème. C'est le ton. Vous savez, je dis toujours qu'on peut chercher à assurer le bon ordre. Mais si les moments d'opportunité ne le permettent pas, en cherchant à assurer le bon ordre, ça peut déboucher vers le désordre. C'est la raison pour laquelle il faut être fin managérial
a fait savoir manier le bâton et le chou, pour qu'en réalité, on n'aboutisse pas à des situations où la paix sera davantage dégradée et qu'elle aboutisse à une incohésion sociale. Est-ce que la situation au Mali, est-ce que ça vous rappelle d'autres situations semblables en Afrique? Beaucoup dans l'analyse ont estimé que, que l'Afrique est un tout petit peu habituée à ce type de pratique, et c'est l'un des freins au développement du continent. Habitué, je ne sais pas. Il y a quand même un certain nombre de spécificités à la situation malienne. Et je pense que, d'ailleurs, si on se remet dans une perspective historique, c'est la déstabilisation du Mali qui est à l'origine de la déstabilisation durable de la bande sahélo-saharienne. C'est-à-dire qu'au départ, c'était simplement le nord du Mali, Kidal, Gao et Tombouctou. Mais aujourd'hui, c'est le Niger. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. C'est même désormais la Côte d'Ivoire qui sont déstabilisés. Mais au départ, vous aviez Agmi et Ansardine qui se trouvaient surtout au nord du Mali. Donc l'intervention de la France, justement, au nord du Mali, à travers Serval et puis Barkhane par la suite, a simplement permis à ces groupes d'essaimer. Et nous avons une situation d'insécurité qui est en train de se propager, donc qui ne se limite plus simplement au Mali. Aujourd'hui, il y a une solution globale. Il ne s'agit plus, comme c'était le cas en 2013, de traiter le mal simplement au niveau malien. C'est une question pratiquement régionale, parce que vous avez aussi le sud de l'Algérie, et puis vous avez la Libye, qui sont liés à cette déstabilisation, qui est une déstabilisation globale aujourd'hui. Donc, l'État du Mali, je suis désolé de le dire, n'est plus capable de ramener la paix dans les territoires qui ne contrôlent pas. Il n'en est plus capable. Et ce n'est pas la simple intervention de la France avec ses 5000 hommes de Barkhane qui permettra de faire face. Je pense que... mais lorsque la CEDEAO demande de former un nouveau gouvernement d'union nationale et de reprendre des élections législatives partielles, c'est la fuite en avant? Ce n'est pas la fuite en avant. Je pense qu'il faut trouver une solution médiane qui permettrait, de mon point de vue, à IBK de terminer son mandat tout en satisfaisant, ne serait-ce que partiellement, les exigences du M5 RFP qui aujourd'hui, en règle générale en matière de négociation, on demande toujours la lune parce qu'on vise une étoile. Absolument. Donc maintenant il faut voir, est-ce que justement les négociateurs seront capables de faire entendre raison au M5 RFP, parce que je pense qu'aujourd'hui l'intransigeance est davantage de leur côté. Il me semble que dans la situation actuelle, IBK serait capable de lâcher du lest, dont il pourrait consentir. Il a déjà annoncé un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens. Il est possible qu'il en annonce d'autres, mais il faudrait que ces mesures rencontrent un assentiment, sans qu'il ne soit totalement déshabillé, parce que je suppose que de son point de vue, la ligne rouge n'est pas de faire de lui un président fantoche pour les 2 ans qui lui restent à gouverner, mais il serait capable d'accepter de perdre certaines prérogatives, mais pas de les perdre toutes. Dans la situation actuelle, pour une voie de sortie de crise, c'est une possibilité. Donc, la proposition de la CEDEAO, de ce point de vue-là, est une proposition de bon sens. Réorganiser, ne serait-ce que partiellement, les élections et avoir un gouvernement consensuel au sein duquel le M5 RFP serait très bien représenté. Docteur Lisa Somba, vous avez semblé minimiser tout à l'heure les mesures proposées par le président de la République pour essayer de ramener la paix. Il faut se rappeler que lorsqu'il y a eu ces contestations, suite aux décisions prises par la Cour constitutionnelle, le président a indiqué, par exemple, qu'il pourrait nommer au Sénat des candidats aux élections législatives initialement déclarés vainqueurs, puis donnés battus par la Cour constitutionnelle. Il a mis en place un nouveau gouvernement qui a été contesté, et puis il a annoncé qu'il pourrait faire d'autres concessions dans le sens de ramener la paix. Est-ce qu'on ne peut pas y voir là, une volonté du président IBK
de régler pacifiquement cette crise-là? Duval, je l'ai évoqué en prélégomène ici pour dire que il y a quand même en vue, au regard des actes, des bonnes intentions qui animent le président Ibeka, des bonnes intentions. Mais regardez la réaction aujourd'hui du peuple malien. Le peuple a l'impression d'avoir un autre dirigeant providentiel qui viendrait faire un peu mieux que Ibeka qui est là. Mais est-ce que vous pensez que ce peuple-là voit les choses de la même façon que cette opposition? Parce que de toute évidence, le sentiment qu'on a, c'est que l'opposition vise le départ. Oui, je pense qu'il y a une certaine conciliation. Alors que le peuple malien peut-être aspire à, je ne sais pas, des élections meilleures, une gouvernance qui soit meilleure, un marasme économique qui ne soit plus qu'un lointain souvenir, entre autres. Non, Duval, je pense qu'à partir des images que nous avons tous vues aujourd'hui, on se rend compte que le peuple s'est rallié à l'option de l'opposition. C'est-à-dire que, moi j'ai vu, vous savez, quand il y a quand même des actes de révolution, des manifestations de révolution, on peut voir des personnalités d'un certain âge. Mais quand on voit déjà des mamans avec des pancartes inscrites sur ces pancartes, et on veut le départ de Ibeka, ça devient quand même très complexe. Je pense que le peuple ici, dans l'option, en fait, aux images, les images, le reportage, le commentaire que moi j'ai suivi aujourd'hui, me donne tout à fait raison de ce que le peuple est d'allier avec les partis de l'opposition, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Mais à ce moment, que doit faire le président Ibeka, de votre point de vue? Rendre son tablier? Bien, moi je pense que en Afrique, c'est un peu très compliqué. C'est un peu très compliqué. Les présidents aiment à être battus de manière démocratique. Les démissions sont souvent très rares en Afrique. Mais on constate que les présidents, quels que soient les mouvements... Mais si démissionner, il ne serait pas le premier en Afrique. Encore moins au Mali. C'est ce que j'ai dit. Il ne serait pas le premier à le faire. Mais la culture voudrait aujourd'hui que nos chefs d'État se sentent être battus démocratiquement. Et c'est ça, non, le problème. Quel que soit... les autres vont l'accepter. Les plus démocrates vont dire, OK, au regard de ces pressions, quand vous ne voulez plus de moi, bon, OK, je cède le tablier à quelqu'un d'autre. Quand vous voulez un messie ou un autre président, ou une autre personnalité providentielle qui viendra vous donner la paix, qui viendra reconstituer et, comment dire, restaurer l'autorité, ou bien l'autorité économique, la prospérité économique, bon, je laisse le tablier, je pars. Mais quand vous regardez la position même de Ibeka, vous vous rendez compte que il semble maîtriser les enjeux en cours. Oui. Et il estime que, parce qu'il y a aussi que tout ce n'est pas d'abandonner, tout ce n'est pas de démissionner. Et lui-même après, quelles sont les garanties qu'il a en termes de sa propre sécurité, de sa famille, ainsi de suite. Bon, ce n'est pas évident aussi. Mais il n'est pas le premier ex-président malien. Ils sont nombreux dans ce pays. Ils sont nombreux. ATT est là, Toumani Touré est là, Saya Sanogo, je ne sais pas ce qu'il est devenu, Diokunda Traoré aussi. Dans cette situation, dans une situation comme celle-là, Dr Patrick Fouye, lorsqu'on est chef d'État, même si on a la conviction qu'en réalité, les manœuvres qui sont orchestrées par l'opposition visent à faire partie du chef d'État, même si on n'est pas convaincu que c'est la solution durable à cette question, qu'est-ce qu'on fait? On rend le tablier ou bien on essaie des réformes qui peuvent permettre de sortir de l'ordinaire? La situation est une situation complexe et je pense que je n'aimerais pas être un chef d'État dans cette situation-là. Je n'aimerais pas être un chef d'État dans cette situation-là parce que effectivement, vous devez penser au-delà de votre propre personne. Vous pensez à une situation globale, même si vous êtes affaibli, parce que dans une situation comme celle-là, Ibeka est très affaibli, mais vous pensez à la situation globale. Si vous démissionnez, qu'est-ce qu'il advient? Qu'est-ce qu'il advient si vous démissionnez? Il n'y a pas d'assurance que ça débouche sur une sortie de crise, qui soit une sortie de crise. Encore qu'un certain nombre d'analystes, en regardant la situation du printemps arabe, je veux dire, dans les pays d'Afrique du Nord, ont estimé que on n'était pas obligé de passer forcément. Le printemps n'était qu'une hirondelle. Donc, il était de passage. C'est ça l'ennui. Et je dis, il faut pas... La population malienne, c'est pas la population camerounaise. L'analphabétisme est très élevé dans cette population-là.
contrairement à la population camerounaise où on a quand même une population suffisamment alphabétisée. Donc il est possible que les individus que vous voyez manifester ne soient même pas conscients des enjeux. Parce que ce sont des populations qui ne parlent pas nécessairement le français, ce sont des populations qui ne sont pas allées à l'école, qui ne sont pas... Ce d'autant, autre élément qu'il faut que je rajoute. Au Mali, vous aviez des listes aux législatives, sur la même liste, vous avez des gens de l'opposition, vous aviez des gens du pouvoir. Hein. C'est-à-dire, ce sont des situations inédites, un peu comme si, ici au Cameroun, sur une liste, vous aviez les gars du RDPC et les gars du SDF et puis les gars du SDF. Je ne sais pas si vous imaginez. Au Mali, on a ces situations-là, c'est-à-dire, vous avez une circonscription au sein de laquelle vous avez un patchwork comme ça. Mais ça, c'est possible parce que les populations ne sont pas suffisamment éduquées. Parce que sinon, ce serait un rejet total. Parce qu'il n'y aurait pas de lisibilité. Que fait le SDF à côté du RDPC? Que fait le RDPC à côté du MRC? Parce que, en fait, les gens, ce sont des leaders, ce sont des élites. Elles sont instruites, mais elles luttent surtout pour des places. C'est ce que moi j'appelle souvent la lutte des places. Donc, quand on lutte pour les places, bon, on instrumentalise le bas peuple. Et c'est plus facile lorsqu'il est très peu éduqué et très peu sensible à ces questions-là. Maintenant, vous êtes le chef de l'État, vous devez agir en conscience. Il ne faut pas penser à votre personne, mais il faut penser à une sortie durable de la situation. Et comme je dis, le problème, ce n'est pas simplement de changer de président. C'est-à-dire, si vous mettez IBK de côté, vous mettez Mahmoud Diko au palais de Koulouba, c'est comme ça qu'on appelle ça là-bas, ça ne va pas permettre à la paix de revenir au centre et au nord du Mali. Hein. Ça, non. Est-ce que ça va vous permettre de sortir du marasme économique? Bon, c'est un ancien professeur d'arabe. Je ne suis pas certain qu'il soit très doué en matière d'économie ou qu'il ait fait ses rudiments d'analyse économique. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il a des conseillers, mais j'ai un petit doute là-dessus. Donc, si vous êtes le président de la République, vous pensez à tout ça. Maintenant, il ne s'agit pas... Il lui reste 2 ans. C'est-à-dire, je pense qu'il ne devrait plus chercher à s'incruster de toutes les façons, puisque c'est son dernier mandat. Il lui reste 2 ans. Mais il faut que les deux parties s'entendent pour qu'il termine son mandat, puisque de toutes les façons, c'est son dernier mandat, il lui reste 2 ans, et qu'on trouve un moyen pour organiser des élections qui pourront permettre à un autre individu d'arriver au pouvoir. Mais la refondation pour la refondation, moi je pense que ça ne mène nulle part. C'est une impasse. On a refondé en 91, je l'ai indiqué, on a refondé en 2013, on va refonder en 2020. La prochaine refondation, ça pourrait être en 2025. Hein, et la situation continuera à se dégrader parce que c'est ça le risque. Et il faut craindre une somalisation, moi je le dis, il faut craindre une somalisation du Mali. Alors, docteur Louisa Somba, que nous enseigne le Mali, nous autres Camerounais? C'est un problème qui touche toute l'Afrique, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de démocratie. Et vous m'en donnez là l'occasion de voir la démocratie sous un plan en termes définitionnels. Parce que quand nous sommes aussi dans la logique d'Abraham Lincoln, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Non. Aujourd'hui, cela a beaucoup plus évolué. Parce que quand on parle de démocratie, c'est le gouvernement de la majorité, du parti qui dirige, sous le contrôle de l'opposition, avec l'arbitrage du peuple. Et quand nous concevons cette définition de cette manière, ça nous plonge directement dans le Mali. Au Mali, avec ce qui se vit au Mali. C'est-à-dire que nous avons une opposition qui estime qu'elle a été flouée au niveau des résultats de représentativité. Nous avons un peuple qui estime qu'en réalité, il n'a plus les moyens de contrôler cette majorité qui gouverne. Ça crée donc un problème, et d'où la crise sécuritaire qui naît. Ça veut donc dire qu'en réalité, la bonne gouvernance doit s'inscrire parmi les modèles de gestion du pays aujourd'hui, où on doit avoir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une démocratie où on se rend compte que quand on organise une élection, il faudrait que les principes qui structurent cette élection soient respectés. La transparence, qui est le premier point de l'élection, il faut d'abord qu'il y ait la transparence, il y ait de la sincérité, il faudrait que les résultats qui sont issus du suffrage valablement exprimé soient des élections qui reflètent la volonté du peuple. Et à partir de là, on va se rendre compte qu'on aura de moins en moins de problèmes. Or,
quand le peuple, à un moment donné, qui est la source souveraine du pouvoir, se rend compte que ces suffrages ne sont pas valablement exprimés, ne sont pas pris en compte et n'ont pas l'effet escompté, ça peut donc amener justement à ces mouvements que nous sommes en train de voir. Et je reviens là à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Que fait IBK? Mais je pense que si je suis IBK, qu'est-ce que je fais? J'accepte l'option, la formule du régime de type parlementaire. Je reste président parce que là, je suis au moins couvert. C'est-à-dire qu'on fait une révision où le président, bien qu'il va rester une coquille vide, qui ne gouverne pas, reste quand même avec des dispositions qui peuvent garantir sa sécurité. Parce que moi, je suis dans l'option de la garantie de sa sécurité. Maintenant, le nouveau Premier ministre qui va arriver, qui aura les coups de frange, qui sera le véritable chef de l'exécutif, chef du gouvernement, c'est sur lui désormais qu'on va viser toutes les flèches. Si ça ne marche pas, IBK va dire, voilà, je me suis mis de côté, tel que vous l'avez souhaité, mais on se rend compte que la situation reste inchangée. Mais ce serait une démission de fait. Mais justement, moi, je suis dans cette logique. Vous m'avez fait sortir l'expression, je n'avais pas voulu le dire, mais vous m'avez sorti l'expression. C'est une démission de fait, mais une démission de fait qui me semble un peu plus garantie qu'une démission de droit. C'est-à-dire qui sous des jurés, comme on dit chez les juristes, une démission de jurés qui va dans l'amener, puisque sorti de là, moi je pense que telle que la situation s'est empirée, la crise qui s'est installée, le président IBK, même hors de la structure présidentielle, je pense qu'il aura toujours des problèmes. Donc moi je souhaite qu'il y ait des mécanismes constitutionnels qui peuvent garantir sa sécurité, et je pense que là il peut se décider d'opter pour l'option de type parlementaire qui va l'amener quand même à rester chef de l'État, même si les autres fonctions de l'État, les autres fonctions peuvent être concentrées entre les mains du Premier ministre. Ça nous intéresse, nous Camerounais, la situation au Mali? Ça nous intéresse, ça intéresse beaucoup d'Africains. Je pense que on peut être d'accord sur la question de la bonne gouvernance. Je serais plus réservé sur l'impact de la démocratie sur le quotidien des populations, parce que le Mali, c'est justement le cas d'école qui nous dit la démocratie n'est absolument pas porteuse de bien-être. C'est un pays dont on ne peut pas contester depuis 1991 les fondements démocratiques, mais avec la démocratie, ce qu'on a eu, c'est une instabilité structurelle. Première chose. Deuxième chose, le décollage économique n'a jamais eu lieu. Or, quand on est des pays pauvres, très endettés, quand on est des pays à revenus intermédiaires comme les pays africains, je pense que ce dont les populations ont besoin avant la démocratie, c'est d'abord de sécurité. Ce qui manque au Mali, c'est le bien-être, c'est-à-dire que chacun puisse trouver un emploi qui soit un emploi décent, qui lui permette de subvenir à ses besoins et éventuellement d'être capable d'épargner. Qu'est-ce que vous dites, docteur Ifoué? Démocratie mal venue au Mali ou démocratie avec un service après-vente mal assuré? Mais ce n'est même pas la question de la démocratie après un service après-vente mal assuré. C'est qu'il n'y a pas de corrélation entre démocratie et développement. Il n'y a absolument pas de corrélation. S'il y avait une corrélation entre la démocratie et le développement, le Mali serait un des pays d'Afrique francophone les plus avancés. Ce qui n'est absolument pas le cas. Il continue à traîner. Parce qu'en termes de culture démocratique, même s'il y a eu une ou deux contestations à gauche et à droite, la culture démocratique est plus ancrée au Mali qu'au Cameroun. La culture démocratique est plus ancrée au Mali qu'au Bénin même. La culture démocratique est plus ancrée au Mali qu'en Côte d'Ivoire. Mais sur le plan de la stabilité, ce n'est pas le cas. Sur le plan du développement économique, on n'a pas les résultats escomptés. Mais on a eu des présidents, chaque fois on a eu un président qui a été un président élu. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment faire attention. Est-ce qu'on est capable... Est-ce que docteur Issoma, le docteur Ifoué ne confond pas démocratie à proprement parler avec tous ces paramètres et l'alternance politique qui est un indicateur de cette démocratie? Non, avant que docteur Issoma n'intervienne, je veux préciser quelque chose. C'est-à-dire, Alpha Omar Konaré a été élu, c'est-à-dire sans que cela ne fasse l'ombre d'aucune contestation. Il a fait 2 mandats, il est parti. ATT, la même chose. ATT on ne l'a pas fait partie, c'est un coup d'État,
parce que les militaires estimaient, il y avait un mécontentement au sein de la population, mais les militaires ont estimé qu'il n'a pas été capable de ramener la paix au Mali, au nord du Mali. C'est pour ça qu'on le fait partir. On prolonge, on crée une situation d'instabilité. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une culture démocratique dans ce pays, contrairement à d'autres pays d'Afrique francophone, je veux dire. Mais de ce point de vue, le problème ne se trouve pas au niveau de la démocratie, mais peut-être ailleurs. Mais c'est pour ça que la gestion de la sécurité. C'est pour ça que je dis. Peut-être en faisant appel maintenant aux partenaires extérieurs. Voilà. C'est justement pour ça que je dis il n'y a pas de corrélation entre la démocratie, c'est-à-dire la culture démocratique, et le développement. Dans le cas malien. Dans le cas malien, c'est-à-dire le Mali nous prouve que ce n'est pas le cas. Donc, je n'est pas d'accord avec vous. Non. Moi, je pense que ce que je peux reconnaître à l'État malien, c'est la protection des droits de l'homme. Vous savez, ils ont la plus vieille charte, la charte de Mandin de 1721. Avant, c'est 1221. 1200, voilà. 13e siècle, c'est en plein Moyen-Âge. La charte de Mandin. Vous voyez, alors, quand vous voyez un conseil constitutionnel qui est garant également de la restauration de la démocratie, mais qui porte un coup fatal en ne donnant pas des résultats de la manière la plus normale, je pense que c'est la démocratie qui prend un coup. C'est la démocratie qui prend un coup. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand j'ai défini la démocratie, je me suis rendu, on a abouti à ce développement qui démontre très bien que lorsque une élection est faite de manière transparente, sincère, et que les résultats expriment et témoignent la réalité de la volonté sur le terrain, c'est la démocratie qui émerge en ce moment-là. Or, vous avez vu, on vous dit, la main du président est venue bouleverser les résultats au niveau du Parlement, où justement, le président s'était rendu compte que s'il n'a pas la majorité au Parlement, il perd tous les moyens de gouvernance. Parce que dès que vous n'avez pas la majorité au Parlement, et que c'est un autre parti qui est majoritaire, vous devenez en fait... Vous jouez une situation de cohabitation. Voilà, une situation de cohabitation où justement le président sera amené à nommer le leader du parti majoritaire. Et ça va devenir compliqué. C'est-à-dire que vous savez, dans ce contexte-là, c'est celui qui est majoritaire à l'Assemblée qui conçoit la politique. Le président se résume à un rôle d'arbitre du fonctionnement des institutions. Donc ça veut dire quoi? Moi je pense que il y a également, c'est vrai, le Mali reste une référence en termes de pays démocratiques, mais à un moment donné, comme on l'évoque tout à l'heure, qui pouvait imaginer qu'un État qui a été une référence, un modèle de démocratie en Afrique, aujourd'hui puisse connaître de tels problèmes, de telles crises. Donc moi je pense qu'il y a une crise de démocratie, il y a une crise de sécurité, il y a une crise de gouvernance, qu'il faille justement forcément... Mais cette crise de sécurité-là, comment on l'aperçoit, Dr Issoumba? Parce que pour les téléspectateurs qui écoutent, on a vu une élection, des élections législatives qui sont tenues, il y a eu des contestations, il y a un juge électoral institué qui a pris une décision de son bon droit. Et il y a des contestations qui sont nées. Et le président de la République maintenant décide de mettre un terme au fonctionnement de cette Cour constitutionnelle-là. À quel niveau se situe le problème véritablement? Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, monsieur... Parce que vous avez semblé indiquer qu'il y a une mainmise de l'exécutif sur le judiciaire, qui est le juge électoral. Oui. Mais cela n'est pas palpable. Non, pas sur le juge électoral, mais je dis... L'action, l'influence du président a joué sur la recherche de la majorité au sein du Parlement. Mais ça abstrait, docteur Issoumba. Bon, on peut le dire, mais on voit donc que parmi les revendications qui sont fourbies, qui sont présentées, qui sont exposées, il y a justement cette question de l'influence du président qui a bouleversé comment dire, la sincérité. Et qui a renversé les résultats. Oui. Mais sauf que ce président, en même temps, décide donc de mettre un terme à cette Cour constitutionnelle. On revient donc sur l'option proposée par la CEDEAO, la reprise ne serait-ce que partielle des élections. Si ça peut être une option qui rassure, non, on y milite. Mais je dis simplement une chose, M. Duval. Les trois éléments que je venais d'évoquer, qui se suivent et qui semblent être liés, c'est cette crise sécuritaire qui s'accompagne avec une crise de la démocratie et une crise de la gouvernance. Parce que dès que vous prenez ces trois choses et que vous les mettez ensemble, on ne peut qu'aboutir à une instabilisation. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez aujourd'hui la position de IBK, il est ouvert à toutes les négociations. Tout simplement parce que, en fait, lui-même, il se trouve sur une pente raide.
Et si, justement, il ne se positionne pas vers ce mécanisme de ramener la paix, moi, je pense que ce pays va encore plonger pendant longtemps dans l'insécurité. Est-ce que la situation du Mali, docteur Hifoué, pose le problème des institutions de façon globale sur le continent? Je ne sais pas si elle pose le problème des institutions de manière globale. Sur le court terme, l'analyse du docteur Issomba est parfaitement juste. Effectivement, on peut faire des reproches à la Cour constitutionnelle relativement aux dernières élections législatives. Mais dans la tradition malienne, on n'a pas beaucoup de reproches à faire à cette institution-là, qui a fonctionné par le passé de manière assez normale, consensuelle pour tous les acteurs. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas de contestation là-bas. Il y a des contestations, mais quand Ibeka a été réélu, je pense que Soumaïla a lui-même reconnu sa défaite. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu que les résultats soient proclamés pour reconnaître sa défaite. Après avoir contesté un petit bout de temps. Donc, ce sont des institutions qui fonctionnent bien. Maintenant, je le répète encore, derrière les hommes, derrière les institutions, ce sont les hommes. La preuve, c'est que là, vous avez une institution qui fonctionnait normalement et puis qui a dysfonctionné à un moment. Mais pourquoi? Ce sont les hommes qu'il y a derrière les institutions. Les institutions ne fonctionnent pas par elles seules. Parce que les règles peuvent toujours être modifiées de manière formelle ou informelle. C'est-à-dire, rien ne vous garantit, quelle que soit la qualité de vos institutions. On voit ça aujourd'hui aux États-Unis, avec le président américain qui rompt tous les pactes informels, qui faisait l'assise institutionnelle de ce pays-là, qui est quand même la plus vieille démocratie et qui est le modèle de démocratie dans le monde. Donc, il faut faire attention à brandir les institutions comme étant une panacée qui réglerait tout. Et moi, je le dis encore, quand on est un pays africain, le plus important, c'est, première chose, la sécurité. Deuxième chose, le bien-être des populations. À titre personnel, je serais capable de m'asseoir sur la démocratie si on peut me garantir la sécurité et le bien-être pour le plus grand nombre. C'est-à-dire, si on peut me garantir la sécurité et le bien-être pour 90% des Camerounais, je suis prêt à m'asseoir un peu sur la démocratie. Parce que ce n'est pas une panacée. Vous savez, quand vous vous levez le matin, ce n'est pas la démocratie qui met un bout de pain dans votre plat ou dans celui de votre enfant. Ce n'est absolument pas la démocratie. C'est le potentiel économique de votre pays. Donc, si on est capable, et moi je le dis, je suis enseignant, si on est capable de fournir un emploi à tous les étudiants que je forme chaque année, je suis désolé, je m'assieds sur la démocratie. Tout de suite, vous me demandez de signer, je signe, je m'assieds sur la démocratie. Parce que j'ai la garantie que tous ceux que je vais former, quand ils sortent de là, avec leur licence et avec leur master, ils ont un emploi. Donc, ils peuvent prendre épouse, ils peuvent se marier, ils peuvent prendre un petit crédit pour se construire une baraque, ainsi de suite. Ils peuvent vivre, ils peuvent aller se soigner quand ils sont malades. Mais sans garantie. Oui. Quand demain, toutes ces commodités de base sont garanties, je commencerai peut-être à réfléchir sur la démocratie. Mais parce que j'aurais eu l'essentiel. Nous, on n'a pas encore l'essentiel, mais on nous dit il faut la démocratie, il faut la démocratie. Non, je suis désolé, Singapour ne s'est pas développé sous le règne d'un démocrate. On avait un dictateur là-bas. Et c'est lui qui a fait de Singapour ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, je préfère un despote comme celui-là qui nous trace un chemin clair. Et au bout de ce chemin, quand on a eu les commodités pour le plus grand nombre de la population, oui, on commence à réfléchir et puis on voit s'il faut passer du suffrage censitaire à un suffrage où tout le monde a voix au chapitre. Docteur Issomba, en écoutant le mot de docteur Hifoué, ça rappelle un chef d'État français qui indiquait que la démocratie est un luxe pour le continent africain. Je crois que c'est François Mitterrand en 90. Oui, on peut peut-être le contester, mais moi je veux dire une chose, M. Duval. Aujourd'hui, nous parlons de démocratie locale. Vous voyez, ça veut dire quoi? Vous choisissez un dirigeant sur le plan local qui connaît mieux les aspirations et les problèmes liés à cette contrée et peu donc, puisqu'il reflète le choix du peuple, il vient donc, il pose des actes qui améliorent les conditions. C'est aussi ça la démocratie. C'est pourquoi quand le docteur dit s'assoit sur la démocratie, non. Parce que la bonne gouvernance, c'est aussi un substrat de la démocratie. Le choix d'un dirigeant qui viendra poser un pont
construire des marchés, construire des hôpitaux. C'est aussi ça la démocratie. Parce qu'on aura choisi le bon dirigeant. Donc, mettre un peu la démocratie en arrière-plan, on peut contester, on peut reconnaître un certain nombre d'insuffisances à la démocratie. Mais je pense que dans le contexte africain aujourd'hui, même si on ne sera pas totalement d'accord avec Mitterrand qui estimait que c'était un luxe pour les États africains, tout simplement pour renforcer l'autorité de la France sur les États africains, avec l'expression qui est d'ailleurs sortie, c'est-à-dire que pour avoir l'aide au développement, il fallait la conditionnalité, c'était d'épouser la démocratie. Le discours de la Baule. Le discours de la Baule. Donc, moi je pense très simplement que les points culminants sur lesquels moi je m'appuie, c'est justement sur cette démocratie. Parce que regardez, M. Duval, aujourd'hui, quand vous avez un dirigeant que vous n'avez pas, qu'on n'a pas légitimé, vous voyez, moi je pense surtout la démocratie locale, c'est-à-dire je laisse la démocratie au sommet, mais je prends la démocratie locale où aujourd'hui on voit un peu ce qui se passe à Njombe-Pendja avec les sorties de Paul Éric Kingé. On peut ne pas aimer l'homme, mais l'homme est soucieux de l'amélioration des conditions de vie. Et c'est le pourquoi vous constatez avec moi que sa population lui a accordé le suffrage. Parce que, espérant que le choix démocratique, parce que l'État ne peut tout faire. L'État a ses limites, l'État ne peut tout faire. Donc, à un moment donné, l'option de la décentralisation ici vise à ce qu'il y ait une prospérité économique, sociale, sportive, environnementale, sur le plan local. Et ça fait de sorte que l'État respire. Parce que par là, il y aura un dirigeant qui a été choisi par le peuple qui arrive à combler les aspirations de ce peuple. Lorsqu'on écoute le docteur Riffoé, le sentiment qu'on a, c'est que il vaut mieux avoir des hommes forts plutôt que des institutions fortes. Bon, vous me rappelez là l'expression phare de Barack Obama en 2015, où il disait l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Mais Barack Obama avait mis justement le doigt où ça fait mal. Parce que nous constatons qu'en Afrique, il y a d'ailleurs que les institutions sont beaucoup plus Parce que là, dans le cas du Mali, vous voyez, vous avez un président de la République, oui. Vous avez des institutions, j'ai un président de la République qui est le patron du pouvoir exécutif, oui. Il y a d'autres institutions à côté, de l'Assemblée nationale, oui. Il y a le pouvoir judiciaire avec ses composantes, entre autres la Cour constitutionnelle, oui. Et il y a une situation de crise qui se pose. Il faut rappeler que dans les manifestations, les gens sont d'ailleurs attaqués à l'Assemblée nationale, entre autres, et à la télévision nationale. Alors, vous avez également la Cour constitutionnelle, qui est l'une des composantes de ce pouvoir judiciaire. Vous avez le président de la République qui a la possibilité, patron de l'exécutif, de faire dissoudre le Conseil constitutionnel dans un système de démocratie où en réalité les pouvoirs sont strictement séparés. Est-ce que ça pose pas un problème? Oui, bien entendu. Moi, je pense que le cas monographique du Mali nous laisse croire et nous donne la possibilité d'attester que, en fait, les institutions sont plus fortes au Mali que les hommes. Parce que regardez aujourd'hui, quand on compte le nombre de présidents qui se sont substitués et remplacés à la tête de l'exécutif, je crois qu'ils sont près de 5 ou 6. C'est depuis 1991. Pardon? Depuis 1991. Et depuis le vent démocratique. Voilà, vous voyez, le vent donc, de l'Est. Vous voyez donc qu'on se rend compte que les institutions sont fortes. Parce qu'à la tête de l'exécutif, il y a une sorte d'alternance qui nous permet d'avoir, à l'issue de chaque élection, une rotation de l'élite à la tête de l'exécutif malien. Donc ça veut dire qu'on se rend compte bien évidemment que là, les hommes ne sont pas plus forts que les institutions. Qui restent? Et vous savez la différence, c'est quoi? C'est que l'institution est atemporelle, est pérenne et même éternelle. Et celui qui l'incarne est précaire, est temporel. C'est la raison pour laquelle, quand un président arrive, il est élu pour un mandat, peut-être 5 ans renouvelable une fois, dès qu'il a fait le deuxième mandat, il s'en va sans avoir l'intention de modifier la Constitution et de s'y éterniser ou de mettre en place un gouvernement. Oui, mais le docteur Riffoé indique que tout ça, c'est... Le plus important, c'est qu'on soit en mesure d'apporter le bonheur aux populations. Même s'il n'y a pas d'alternance politique, même si on peut s'asseoir sur les droits de l'homme ou sur les libertés de façon globale, si les populations ont de quoi se nourrir, ont la possibilité de trouver du travail et de s'occuper de leur famille, c'est ça qui compte le plus. Mais tu vois, je vous prends un exemple au Cameroun. Pourquoi on va loin? Le président
Paul Biya a été élu à 71%. Le peuple a estimé que c'est lui seul aujourd'hui qui peut répondre aux aspirations du peuple. C'est pourquoi il est élu. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention à la démocratie. Parce que le choix du peuple se fonde sur le fait que le peuple a espoir que celui à qui nous avons transmis le suffrage universel, qui a désormais le statut de président de la République, sera un peu, comme on dit, va instaurer l'Eldorado. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, attention, nous ne sommes pas dans une logique de mandat impératif où on dit toutes les promesses qui sont tenues doivent être descendues. Donc c'est pour dire qu'en réalité, la démocratie aujourd'hui, le seul problème qu'on pourra avoir, et il y a le professeur Kokoroko de la Côte d'Ivoire qui indiquait que l'Afrique n'a rien à attendre, n'a pas importé la démocratie. S'il y a même des gens qui ont importé notre démocratie, c'est l'Europe. Il le démontre dans un article pour dire qu'en réalité, la démocratie n'est pas importée, que l'Afrique, il a pris l'exemple de l'Égypte. C'est vrai que je n'avais pas lu tout l'article, mais il a pris des exemples pour montrer qu'en réalité, l'Afrique est le siège par excellence de la démocratie. Mais aujourd'hui, on a l'impression, on a tendance de dire que cette démocratie a été importée. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le discours de La Baule. C'était un discours néocolonialiste. Parce qu'en fait, ça reste dans la logique de la domination des États africains. Docteur Ifoué, il y a eu des manifestations, il y a eu des violences au Mali depuis le 5 juin. Il faut rappeler qu'il y a un mouvement là-bas qu'on appelle le mouvement M5. RFP. Qui jeudi porte ces contestations. On a également observé que des partis politiques ont dû se mettre ensemble au sein de cette coalition pour exiger des réformes ou entre autres la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. On a bien vu que cette coalition a mobilisé les Maliens qui sont descendus dans la rue pour faire ces réclamations-là. On a vu que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, est intervenue pour conseiller, par exemple, de former un nouveau gouvernement d'union nationale et surtout d'organiser de nouvelles élections législatives. Il y a eu une pression sur le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a d'ailleurs promis même qu'il nommerait un certain nombre de personnes qui préalablement avaient été déclarées vainqueurs, mais qui par la suite ont été battues suite à une décision du Conseil de la Cour constitutionnelle. Il y a eu des violences, des manifestations, il y a eu des morts, on parle également des blessés, des édifices publics qui ont été vandalisés, l'Assemblée nationale, le siège de la télévision nationale. Alors, tout cela, je veux dire que, est-ce que tout cela ne donne pas une mauvaise image de la pratique de la démocratie sur le continent africain? Oui, mais ça pose surtout le problème de ce qu'on appelle la démocratie représentative, qui est en crise déjà dans les pays occidentaux depuis un certain nombre d'années et qui montre ses limites dans les pays africains. Parce que le problème de la démocratie, le principe de la démocratie représentative, c'est quoi? C'est tu vas à une élection, tu es élu sur un programme. Et lorsque tu es élu sur ce programme-là, il peut arriver, le docteur Luison l'a indiqué, que ton programme mis en œuvre soit totalement décorrélé des promesses que tu avais faites. C'est-à-dire que tu sors de ton programme. Maintenant... C'est le cas avec le président Ibeka. Voilà, c'est le cas avec Ibeka. Est-ce que les partis d'opposition ont le droit de surfer dessus pour écouter ton mandat? Parce que c'est un peu la situation à laquelle on assiste. Ou alors, ils attendent simplement que tu ailles au bout de ton mandat et que tu le remettes en jeu ou que tu ne puisses pas te représenter pour pouvoir... Mais si cette démocratie fonctionne de façon optimale, pourquoi n'attendrait-il pas la fin du mandat? Mais je suis désolé. Pourquoi décide-t-il justement de faire écouter le mandat? Laissez-moi aller au bout de ma démonstration, vous allez comprendre. Vous avez vu en France, Macron, à peine élu, il a fait face aux Gilets jaunes, qui était un mouvement contestataire, qui n'était même pas un mouvement politique, mais qui contestait un certain nombre de mesures qui avaient été prises. C'est ça le problème de la démocratie. Est-ce qu'on est encore capable, quand on est dans le modèle représentatif, de laisser quelqu'un
dérouler son programme jusqu'au bout. Ou même de dérouler un programme autre que celui pour lequel il a été élu. Parce que lorsque vous avez été élu, vous n'êtes plus tenu par ceux qui vous ont élu. C'est ça le principe. Puisque vous êtes élu sur une durée. C'est-à-dire, à partir du moment où ils vous ont choisi, vous n'êtes plus tenu par eux. Vous n'êtes pas, c'est pour ça qu'il a indiqué que ce n'est pas un mandat impératif. Vous n'êtes pas tenu de satisfaire les promesses que vous avez faites. Vous êtes supposé être libre sur 5 ans, sur 7 ans, de mener la politique qui vous sied. Or, l'effet pervers de la démocratie, notamment de la démocratie représentative, c'est que même en menant la politique pour laquelle vous avez été élu, des gens peuvent contester la ligne que vous avez choisie. Et ça pose un problème de légitimité qui a conduit les pays européens à développer ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est-à-dire reconsulter de manière permanente à chaque fois les populations pour les décisions importantes qui vont être prises. Du coup, vous avez un mandat qui n'est pas un mandat, qui n'est plus un mandat qui court sur la durée. Parce qu'à chaque fois que vous voulez prendre une décision, il faut consulter les populations d'une façon ou d'une autre. Mais ça, c'est parce que la démocratie a quelque chose de vicieux. C'est-à-dire que la démocratie représentative ne légitime plus totalement l'action de l'homme politique aujourd'hui. Du coup, on dit qu'il faut faire de la démocratie participative. C'est pour ça qu'il parlait un peu de démocratie locale. Mais c'est ça la participation avec un certain nombre de dispositions. Macron a par exemple mis en œuvre la conférence des citoyens qui lui a permis de recueillir une centaine de recommandations qu'il va mettre en œuvre prochainement. Il y a des conférences de consensus, ainsi de suite. Mais si on accepte ce principe-là, c'est-à-dire le principe que lorsque vous avez la légitimité des urnes, ce n'est pas une légitimité qui vous permet d'agir sur une certaine durée, c'est qu'on considère que la démocratie est fondamentalement un système instable. Parce que vous n'êtes plus légitime pour agir pour 5 ans, vous êtes légitime simplement pour être président. Maintenant, à chaque fois qu'il faut agir, il faut trouver l'assentiment des populations en utilisant un dispositif ou un autre. Et donc, les possibilités d'instrumentalisation, parce que c'est ça qu'il y a aussi derrière, les possibilités d'instrumentalisation sont nombreuses. Dans ce cas-ci, la contestation des législatives ne devait pas de manière logique, c'est-à-dire si on reste logique, elle ne peut pas déboucher sur la demande du départ du président de la République, puisque quand il a été élu, son élection à lui n'a pas été contestée. Or, on voit bien dans cette situation que non, il ne se limite pas à contester, à demander qu'on reprenne les législatives, il demande au président de remettre son tablier à lui. Mais ça, c'est l'effet pervers du jeu démocratique dans son modèle représentatif qui nous a été... ce modèle-là, qui est un modèle importé, c'est son effet pervers, malheureusement. Dr Issoumba, dans tous les cas, on verra bien que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est bien ces élections législatives, avec ces résultats contestés et ces décisions prises par la Cour constitutionnelle, ce qui nous amène fatalement à la question relation entre élections mal organisées en Afrique et les crises sociopolitiques qui en résultent. Bien évidemment. Duval, je parle un peu aujourd'hui de la définition du parti politique. Vous savez, on dit le parti politique est un groupe de personnes unis pour les mêmes idéologies en vue de la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais un point aujourd'hui culminant qu'on oublie d'injecter dans cette définition, c'est que tout cela quand même doit se jouer autour d'un leader. C'est la raison pour laquelle l'arrestation de Soumaïla Cissé a exacerbé la crise. Parce qu'on se dit, mais voilà, un leader de l'opposition qui est arrêté, et jusqu'à ce jour... Enlevé. Jusqu'à ce jour, on n'a pas de nouvelles de lui. Donc cela veut dire qu'en réalité, au-delà des questions de la Cour constitutionnelle, de la main du président, ainsi de suite, je pense que voilà un point sur lequel il faudrait y mettre un trait lourd pour indiquer que l'enlèvement de ce leader de l'opposition, et si vous voyez, ça revient à le développement que j'ai fait tout à l'heure sur la nécessité de constitutionnaliser le statut de l'opposition. Parce que là,
À partir de là, ils seront mieux pris en compte, ils seront même mieux protégés. Je vous ai indiqué tout à l'heure que le leader de l'opposition en Grande-Bretagne est reçu tous les premiers mardis du mois par la reine et tous les derniers mardis du mois par le Premier ministre. Vous voyez à quel niveau des institutions formelles bien établies accordent du crédit au leader de parti de l'opposition. C'est la raison pour laquelle dans nos États africains aujourd'hui, il faudrait qu'on accorde une place capitale et importante justement au leader de l'opposition. On sort de l'émission, docteur Patrick Riffoyer, peut-être une leçon à tirer pour le Cameroun et les autres pays africains sur cette situation sociopolitique au Mali. Oui, je crois que il faut vraiment réfléchir au modèle de démocratie que nous voulons avoir. Parce que quand vous voyez la situation malienne, IBK aujourd'hui est tenu par les étrangers. Même les mouvements, le M5 RFP est soutenu par les étrangers. Donc, en fait, le modèle de démocratie qu'on nous a conseillé, c'est un modèle de démocratie qui, contrairement à ce que mon frère Luison pensait, permet de perpétuer l'influence des Occidentaux dans des pays dits totalement démocratiques. C'est ça l'ennui avec la situation malienne. C'est-à-dire, on a de manière systématique un président qui n'est pas suffisamment fort pour qu'il n'y ait pas une contestation possible qu'on va orchestrer ou qu'on va encourager, et en raison de cette contestation, soit on affaiblit son pouvoir, soit il accepte de partager le pouvoir, mais ça permet aux Occidentaux de faire avancer leurs pions. C'est une situation qui est une situation malheureuse, mais c'est ça la réalité. Les mouvements d'opposition qui forment souvent les coalitions, les plateformes et autres, sont de manière systématique notés par les intérêts étrangers. Alors que ceux qui sont au pouvoir sont eux-mêmes souvent soutenus, bien que élus dans des pays démocratiques, c'est l'exemple du Mali, ils sont eux-mêmes soutenus par les pays étrangers. Donc vous avez des Occidentaux qui sont dans une situation de où je gagne, où je gagne. Les seuls qui perdent, ce sont les populations. Mais les Occidentaux, ils ne perdent rien. Et c'est pour ça que moi je dis, je suis partisan d'une situation et d'un mode de gouvernance qui soit un mode de gouvernance qui profite d'abord aux populations. Et sous ce rapport-là, ce qui compte, c'est le bien-être des populations, la sécurité, la santé, l'éducation et l'emploi. C'est ça qui compte. En même temps, il faut éviter de tomber dans la théorie de la victimisation. Ah oui, bien entendu. Bien entendu. Moi, je pense, Duval, que au terme d'une émission pareille, ce qu'il faut y retenir, c'est simplement que nos dirigeants doivent comprendre une chose. C'est le peuple qui vous a élu. Et tant que le peuple est insatisfait, le peuple va crier, va pleurer. Et par où vous serez dans votre position confortable, vous allez vous rendre compte que le fauteuil va commencer à chanceler. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'on est élu par son peuple, il faut tout faire pour servir le peuple. Et ça va rejoindre ce que le docteur Defoe disait tout à l'heure. C'est-à-dire les questions de santé, les questions d'amélioration des conditions de vie. On tombe dans une démocratie consensuelle ou consociationnelle, où justement la Cour européenne des droits de l'homme nous indiquait que aujourd'hui la démocratie, non, ce n'est plus l'option dominante, non, c'est aussi la prise en compte des volontés et des revendications des minorités. Ça fait de sorte qu'à partir de là, on peut construire une démocratie qui réponde aux aspirations normales des États africains. On va s'arrêter là pour ce mercredi. Infiniment merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci, Dr Patrick Riffoyer. Merci pour l'invitation, Duval. Vous êtes enseignant de communication à l'Université de Douala. Absolument. Merci également à vous, docteur Luison Issomba, d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous. C'est un plaisir et je pense que nous serons toujours prêts lorsque vous allez nous solliciter. On viendra toujours étayer la lanterne de nombreux téléspectateurs. Vous êtes enseignant de droit public à l'Université de Douala, notamment à la faculté des sciences juridiques et politiques de cette université-là. Merci à toute l'équipe technique conduite par Mitterrand Dame. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.